Fred Savard avec vous. Oui, avec vous. Allô? Très heureux de vous retrouver pour ce 4e épisode de la balado. J'ai la langue à terre, comme on dit. D'ailleurs, salutations à la gang de la langue à terre qui n'existe plus. Pour ceux qui se rappellent, les soirées de la langue à terre qui ont eu cours à Montréal au début des années 2000, on avait 24 heures en fait pour préparer un numéro de 20 minutes à présenter sur scène au Lion d'Or. Voilà, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Parce que je viens de dire que j'ai la langue à terre. Parce que j'ai eu une très grosse semaine, très active pour la balado, et dont vous allez entendre les émanations, les résultats dans les prochaines semaines. J'étais avec Mathieu Bellil, ainsi que Gordon Blenman, médiéviste, et Oana Shuteu Kintirian, que vous connaissez peut-être si vous avez vu son extraordinaire documentaire Au-delà du papier qui a été présenté en salle au printemps dernier. Eh bien là, avec l'ONF, on a enregistré un épisode qui va accompagner la mise en ligne de ce documentaire sur le site de l'ONF. Ça s'en vient bientôt. Un épisode complet où on a parlé de la culture de l'imprimé, du papier, de l'écrit, de la mémoire, avec le nouveau paradigme qui s'est installé du numérique. Oana Shuteu Kintirian, cette documentariste qui a fait un long métrage vraiment à couper le souffle, très très beau et très riche en réflexion. Alors on a fait ça. J'ai eu aussi, j'ai enregistré un épisode complet avec Gérard Baudet, l'urbaniste Gérard Baudet, pour son livre Un Québec urbain en mutation. Ça a été vraiment une super discussion sur l'histoire de l'urbanisme au Québec et même ailleurs aussi, parce que son livre ratisse encore plus large. Je suis en train de préparer un épisode aussi sur le financement des universités avec la polémique qui a explosé dans les médias là, par rapport à la décision du gouvernement. Alors, ça m'a inspiré d'organiser un épisode sur l'histoire du financement des universités au Québec. Prendre un pas de recul, comme on fait souvent ici. Alors, ça a été aussi ça cette semaine. Je suis en train de préparer aussi mon voyage au Festival de cinéma international de l'Abitibi-Témiscamingue. Je pars la semaine prochaine. Il y aura un épisode au moins, peut-être même 2, si jamais je récolte plein d'affaires tripantes là-bas au festival. Alors, ça a été une grosse semaine, vraiment, très, très, très grosse semaine. J'ai acheté plein de citrouilles que j'ai même pas eu le temps de décorer avec le Petit Miville. Alors, voilà, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on a deux segments. Un, je dirais pas principal, mais qui va être un peu plus long, c'est celui avec Philippe de Grosbois, qui revient à la balado cette saison 6, qui va s'arrêter sur C-18, cette loi qui oblige les GAFAM à signer des ententes, négocier des ententes avec les médias d'information pour le partage de la nouvelle. On va encore une fois prendre un pas de recul, sortir un peu de la logique de « Oh, c'est une dictature et ces compagnies s'attaquent à notre démocratie ». Ce que souvent les politiciens utilisent comme terme, on va voir que c'est beaucoup plus nuancé, bien qu'il y a des choses extrêmement graves qui se passent à ce niveau. Alors, on va faire ça avec Philippe de Grosbois. Et on retrouve pour la 2e fois seulement la balado, mais c'est une nouvelle chroniqueuse, Coralie Laperrière, qui m'a fait bien rire. J'espère qu'elle va vous faire rire aussi. Alors voilà, c'est le menu. Je vous souhaite un bon épisode. Merci d'être là. Merci de participer à la campagne de financement. Ça va très bien. Merci simplement d'être là. Voilà, je vous laisse avec ce 4e épisode de la balado. Alors, on retrouve pour une première fois à la saison 6 Philippe de Grosbois. Bonjour. Bonjour, vous êtes, on le rappelle, notre conscience médiatique, vigile médiatique. Ça faisait longtemps? Ah oui, ça faisait longtemps. Toujours heureux de vous retrouver parce que là, quand je suis l'actualité, là, je fais des gestes avec mes mains sur mon ordi. J'ai envie d'écrire à Philippe. As-tu vu ça? Donc, c'est comme le chat, le mème du chat. Là. Oui, c'est ça. Et là, j'imagine qu'avec ce conflit qui secoue le Proche-Orient, vous avez fait toute une analyse médiatique de ce qu'on dit de la Palestine, d'Israël. Non. J'ai beaucoup suivi, mais c'est un peu trop à chaud là, pour faire une chronique complète là-dessus. On fait pas ça ici. Réagir à chaud. Ben, je pense que ça prend le temps, surtout pour une situation comme celle-là, oui. ça prend du temps, mais je voulais quand même faire une petite recommandation. Les gens qui comprennent bien l'anglais, moi, je trouve que c'est un très bon moment d'écouter l'émission Democracy Now! Oui, t'en parles souvent ici de Democracy Now! Oui, moi, c'est mon bulletin de nouvelles fétiche. Ouais. Et en ce moment, depuis samedi, il y a une dizaine de jours aujourd'hui, là, c'est tout
presque toute l'heure est consacrée à cette situation-là. Beaucoup de voix palestiniennes, beaucoup de voix israéliennes dissidentes aussi. Oui, il y en a un petit peu, hein, il paraît. Il y en a tout à fait. Il y a eu un sondage de Jerusalem Post qui disait que la population israélienne, à 80%, considérait que le gouvernement avait une part de responsabilité en n'ayant pas assez protégé la frontière, ce genre de truc-là. C'était pas nécessairement la situation coloniale. C'est juste qu'il faut le dire. Oui. Et donc, beaucoup d'analyses de fond. Tout le monde, évidemment, s'entend à condamner les attaques du Hamas, la perte de vie civile israélienne. Tout le monde a aussi à cœur les Palestiniens et Palestiniennes qui sont décimés à l'heure actuelle. Et personne, parmi les invités, n'oublie aussi la situation d'occupation d'apartheid qui est au cœur de la situation dans laquelle on est, puis qui est carrément en train de tourner au génocide. Là. Tout à fait. Parce que c'est pas ça qu'on entend dans le bruit officiel au Canada, entre autres, de nos politiciens, mais la réalité, elle n'est pas au Parlement d'Ottawa présentement avec ce conflit-là. Absolument. Mais bon, on aura sûrement, malheureusement, l'occasion d'y revenir. Cela dit, on va rester un peu dans... On va être encore au Parlement d'Ottawa. Oui, c'est ça. On va revenir un peu sur toute la situation, le bras de fer entre Meta, Facebook et le projet de loi, la loi C-18. C'est une chronique qui est un peu en continuité avec ma précédente, parce qu'on s'était vu en mai, puis on avait parlé du financement des médias, puis on avait abordé cette loi-là. Qui n'était pas encore adoptée à l'époque. C'est ça a été adopté en juin. Oui. Mais ce que je voulais amener aujourd'hui, c'était un peu les leçons à tirer de ce bras de fer-là, justement, essayer d'avoir un peu de recul là-dessus. Et on rappelle, parce qu'on a des nouveaux auditeurs, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Philippe de Grosbois, pour venir ici? Moi, je fais des chroniques. Non, je suis prof en sociaux, collège antique. Voilà. Et vous avez écrit des essais? Oui, voilà. Vous avez une réflexion sur les médias? J'ai publié 2 livres, un en 2018 qui s'appelle « Les batailles d'Internet, assaut et résistance à l'ère du capitalisme numérique ». Donc, justement, les GAFAM, ça fait un bout de temps que j'ai pas lu encore celui-là. À ça. Je pourrais m'y plonger. Hein? Il est très bon. Oui. Et puis, le deuxième, c'est « La collision des récits, journalisme face à la désinformation ». Puis, on avait fait une longue entrevue là-dessus. Oui, et c'est pour ça que vous êtes devenu chroniqueur et vous avez changé ma façon de voir les médias. Je suis pas sûr que je vous remercie parce que vous avez un peu, avec ce livre, La collision des récits, enlevé beaucoup de mon fun. Mais ça m'étonne toujours quand vous dites ça parce qu'il me semble que dans tout le travail, il y a quand même la critique était quand même déjà pas mal là. Ben oui. Donc, c'est quoi C-18? Oui, voilà. C'est une loi qui a été, adoptée en juin dernier. Elle est supposée entrer en vigueur en décembre prochain. C'est une loi qui incite les géants du web, donc Google, Facebook en particulier, sans les nommer spécifiquement, on pourra en parler tantôt. Ouais. Ça les incite. En fait, non, ça les nomme plutôt. C'est plus en Australie qu'on les nommait pas. Oui. Donc, ça incite à négocier des ententes avec les médias d'information pour le contenu qui circule sur leur plateforme. Donc, c'est pas une taxe, c'est pas un impôt, c'est une loi qui dit parlez-vous, négociez des ententes entre vous. Ententes qui, dans certains cas, existaient déjà. Il y avait déjà des médias qui avaient commencé à faire des ententes. C'est une loi qui est inspirée de ce qu'on a un peu appelé le modèle australien. Donc, l'Australie avait adopté une loi semblable à ça en début 2021. Et on disait que c'était une loi c'est extraordinaire. Ça. C'était vraiment, l'Australie a réussi là, un peu à tenir tête aux GAFAM. C'est vrai que ça a apporté des revenus aux médias là-bas. Par contre, il y a 90% des revenus qui ont été cherchés là, auprès de ces entreprises-là, qui est allé aux 3 plus grands conglomérats médiatiques australiens, dont celui de Rupert Murdoch, qui est quand même pas rien. Ouais. Donc, ça veut dire aussi que c'est des ententes c'est d'inciter les entreprises médiatiques à faire des ententes avec les GAFAM. Ça veut dire aussi que tout dépend du rapport de force. Avant d'arriver aux leçons comme telles, peut-être se demander pourquoi ça ne s'est pas passé comme en Australie. Parce que justement, l'Australie, c'est arrivé, la loi a été faite, il y a des revenus qui ont été cherchés, puis là, tout d'un coup, c'est pas ça qui s'est passé. Quelques raisons. Premièrement, la loi canadienne, elle va plus loin dans le sens qu'elle désigne les entreprises visées, alors que l'Australie, il y a eu des négociations de dernière minute. Et finalement, ce qui a été décidé, c'est que les entreprises n'étaient pas nommées dans la loi. Et si on constatait qu'il n'y avait pas suffisamment d'entente qui avait été prise, bien que là, à ce moment-là, il pouvait y avoir un mécanisme d'arbitrage qui entrait en compte et que là, le gouvernement allait désigner en disant, bien, une telle, vous obtempérez pas assez, donc on lance un mécanisme d'arbitrage. Fait qu'il y avait comme un petit pas de recul. Un buffer, comme on dit. Oui, c'est ça. Avec lequel Meta, je suppose, était comme un peu plus confortable. Ouais. L'autre différence, c'est que... Alors qu'ici, ils sont nommés... Mais en fait, ils sont... De ce que je comprends, corrigez-moi si je me trompe, ils sont nommés dans le projet, mais ils sont considérés au même niveau. Que ce soit YouTube...
Là, il y a un cadre réglementaire qui a été sorti, je pense, au mois d'août, au mois de septembre. Puis finalement, même Instagram était exclu, puis c'était vraiment Facebook comme tel, puis Google, je pense qu'il en restait vraiment juste deux avec ce cadre réglementaire-là. Mais je le dis sous toute réserve. Donc, en Australie, une autre différence, c'est que parce que là aussi, il y avait eu blocage des nouvelles par Meta pour un peu montrer un certain rapport de force, mais ça avait eu lieu avant que la loi soit adoptée, alors qu'ici, la loi est adoptée, puis ça a encore lieu. Je pense qu'en Australie, en fait, c'est que Meta était peut-être mal préparé, c'est-à-dire que le blocage de nouvelles a été fait de façon un petit peu plus improvisée. Ils ont bloqué des infos gouvernementales aussi, c'était comme un peu maladroit, donc pas juste des informations de médias d'infos, mais du gouvernement, tout ça. Puis en plus, on était début 2021, c'est en pleine pandémie, on est dans la première année de la pandémie. Donc, d'avoir de l'info gouvernementale qui est bloquée, ça a soulevé un tollé généralisé dans la société australienne. Puis ça a comme un peu pris Meta de court. Puis là, ils ont été obligés de reculer là-dessus. Alors qu'au Canada, Meta, dans les mois qui ont précédé l'adoption, ils ont fait des tests au préalable. Ils se sont pris comme un petit peu plus d'avance à regarder comment ils allaient faire ça. Mais pendant ce temps-là, le ministre, à l'époque, Pablo Rodriguez, qui menait ce dossier-là, il disait c'est du bluff. Mais en fait, c'était pas du bluff, c'est qu'ils étaient en train... c'est encore possible d'ici décembre, mais moi, ça m'étonnerait. Mais c'était probablement pas du bluff, c'était qu'ils étaient en train de préparer leur truc pour que ça se fasse puis qu'il n'y ait pas d'impair qui les mettrait dans le trouble. Quelle leçon on peut retenir de ça, d'un projet de loi évidemment bien intentionné? Tout le monde souhaite que les médias d'info ne meurent pas, mais une loi qui pourrait se terminer en échec cuisant autant pour le gouvernement que pour les médias eux-mêmes. Première leçon, moi je dirais, c'est qu'il faudrait intervenir en amont et non pas en aval. J'explique ce que je veux dire. On a beaucoup parlé de cette loi-là avec des termes très pompeux, qu'on force les GAFAM à payer, qu'on les met ou pas, etc. Le monde nous surveille. Oui, aussi, bien sûr. Ce qui est peut-être possible, là, mais il y avait, c'est ça, on était un peu chevaleresque dans notre façon de décrire cette loi-là. Mais en fait, cette loi-là, puis d'autres lois aussi des libéraux par rapport aux GAFAM, entre autres sur le streaming, la diffusion, ce qui doit être favorisé, c'est pas des lois qui ciblent le modèle d'affaires de ces entreprises-là. Ça va pas chercher, ça se rend pas au cœur de ce qui fait le pouvoir de ces entreprises-là. Elles interviennent, c'est des lois qui interviennent une fois que le mal est fait, si on peut dire. On demande à ces entreprises-là soit de verser un peu d'argent, de filtrer des contenus haineux, filtrer la désinformation. Il y avait un autre projet de loi qui était dans les cartons sur les contenus haineux. Là, je pense qu'ils vont peut-être aller moins vite là-dessus, mais bref, c'était un peu une autre idée de favoriser du contenu québécois canadien. Donc, c'est comme une fois que le modèle d'affaires est en place puis que l'argent est fait, ça là, on normalise. demande... Oui, exact. C'est comme si on demandait, est-ce que vous pouvez tweaker ça un petit peu pour éviter le pire ou pour éviter qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Donc, on a voté une loi qui porte pas atteinte au pouvoir de ces entreprises-là. Mais est-ce qu'ils auraient pu? Moi, je pense que oui. C'est sûr que en termes de volonté politique, ça demande quelque chose de plus vigoureux, puis ça demande une analyse aussi qui est plus vigoureuse, puis on en parlera peut-être plus tard. Mais donc, c'est ça, c'est une loi qui ne porte pas atteinte à leur pouvoir, puis Facebook, leur réaction, Meta, c'est qu'ils ont utilisé ce pouvoir-là pour réagir à la loi, puis pour protéger leurs intérêts économiques. Puis en passant, ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui a été beaucoup, beaucoup dit, de dire Meta respecte pas les lois, foule aux pieds la démocratie canadienne, ce genre de choses-là. Meta ne contrevient pas à la loi en bloquant les nouvelles. Ça, je pense que je vais leur dire. Meta ne contrevient pas à la loi en bloquant les nouvelles. Elle l'applique d'une manière que le gouvernement et les médias n'avaient pas suffisamment anticipé. Mais si contrevenaient à la loi, torieux, amenez-les en cours, puis faites un procès, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. En fait, c'est que ils respectent la lettre de la loi. Ils respectent probablement pas l'esprit, parce que l'esprit de la loi, c'était on veut aller chercher de l'argent pour les médias. Mais ils ne contreviennent pas à la loi. Puis je trouve que ça vient mettre en lumière des contradictions entre le discours du gouvernement libéral et de plusieurs commentateurs, supporters, analystes, tout ça, et la réalité de cette loi. Même, un auteur puis un ancien cadre à Radio-Canada, Alain Saunier, qui a fait directeur dans l'info. Voilà, qui a fait un livre, Les barbares numériques. Le sous-titre, c'est « Résister à l'invasion des GAFAM ». On a des mots très fort, très durs. Puis bon, je les aime pas non plus, ces entreprises-là. Mais j'ai eu des échanges avec lui sur Twitter où il y a des moments où ils disent, on peut pas vraiment les éviter, ces entreprises-là.
tout ce qu'on peut faire, c'est cohabiter avec elles. Fait que là, il me semble qu'il y a comme un double discours où est-ce qu'on dit on veut résister à l'invasion des GAFAM, mais en même temps, c'est comme si on a déjà... On abdique? Un peu, oui. Ouais. C'est comme si on avait déjà accepté que c'est des entreprises qui font partie de l'écosystème et que le mieux qu'on peut faire, c'est de... alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire quand je dis aller en amont plutôt qu'en aval? Qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir sur le modèle d'affaires de ces entreprises-là? Premièrement, une des choses qui donne de l'argent, un morceau central de leur modèle d'affaires, c'est la collecte de données. C'est la collecte de données massive. Donc là, intervenir là-dessus, essayer de placer des limites à ce qui est colligé comme données, entre autres, pour des raisons de protection de la vie privée aussi. Hein, c'est comme un profilage de nous qui est fait. Tout ce qu'on appelle... Il ne faut pas oublier qu'on l'accepte chaque fois qu'on décide d'utiliser les technologies qui sont gratuites. Oui, parce que c'est le modèle d'affaires. Je suis en train de lire Le Capital algorithmique de Jonathan Zafra, qui est une bonne brique. Oui. Je vais éventuellement les inviter, les auteurs. Mais c'est clair dès le début dans cet ouvrage-là que c'est rendu une masse. Oui. C'est un matériau d'accumulation de richesses qui est extrêmement puissant. En fait, c'est que toutes ces entreprises-là, puis même toutes sortes de choses en ligne aussi, c'est qu'on nous offre un service qui est gratuit, on nous offre une fonctionnalité, puis c'est vraiment comme ça que ces entreprises-là ont fait leur place, c'est que c'est des trucs qui sont clés en main. Tu sais, tout est beau, tout est slick, puis tu as juste à... Tu cliques une fois, puis voilà, c'est parti. Mais c'est que ça, c'est comme un peu un appât qui, en échange, en utilisant ce service-là, là, on produit de la donnée, puis on donne la donnée à ces entreprises-là. Donc ça... Elles la revendent à fort prix en la transformant avec toutes sortes, entre autres, des algorithmes. Bon, c'est ça. Ou ils font de la publicité ciblée. Donc, ça, c'est mon deuxième point. Donc, c'est avec ces données-là, ils peuvent offrir de la publicité ciblée. Quand on dit que la publicité, elle a migré sur ces médias-là, c'est entre autres parce qu'ils sont capables d'offrir de la publicité ciblée. Et pas cher. Oui, tout à fait. Beaucoup moins cher. Parce que comme c'est ciblé, on dit, on va t'aider à aller chercher les 5000 personnes qui peuvent vraiment t'intéresser plutôt que 500 000 personnes, puis que là-dedans, on ne sait pas trop qui c'est j'ai déjà serré la main du diable. J'ai déjà acheté de la publicité pour Facebook, pour le balado, et au Devoir aussi. Et les coûts ne sont pas comparables. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que c'est aussi attirant, parce que, effectivement, mais à ce moment-là, il faut limiter les possibilités de faire de la publicité ciblée, parce qu'il y a toutes sortes d'enjeux, même des enjeux de discrimination, parce qu'on peut dire je veux cibler tel groupe plutôt que tel autre. Tout à fait. Ensuite, une autre façon de porter atteinte au modèle d'affaires, c'est des poursuites anti-monopole. Puis ça, aux États-Unis, ça commence. Là, ils commencent à en avoir certaines contre Google, contre Amazon, parce que c'est ça aussi, c'est que c'est des gens qui ont des entreprises qui ont tellement une place centrale dans le marché qu'elles sont capables d'exercer ce genre de chantage-là qu'on voit en ce moment. Dans le fond, c'est qu'il faut se demander qu'est-ce qu'on veut pénaliser finalement? Qu'est-ce que nos lois doivent pénaliser? Là, ce qu'on fait, c'est comme si on pénalise le partage, finalement. On pénalise le fait que de l'information circule. Et c'est un peu c'est un peu ce que Meta... Facebook dit du problème de cette loi-là. C'est que dans le fond, je ne sais pas si vous vouliez... Tout à fait, allons-y. Mais c'est qu'ils disent, là, vous nous demandez, dans le fond, de payer pour un partage qu'on ne fait pas directement, puisque, là, on s'entend, ils jouent sur les mots, mais c'est leur travail, c'est une entreprise. Là. Ils sont pas... Dans le fond, c'est que c'est pas nous qui partageons, c'est nos utilisateurs. Mm-hmm. On ne peut pas contrôler ce que partagent les milliards de personnes qui sont sur Facebook. Oui, puis ils disent aussi... Alors que Google News, Apple News, là, c'est une autre histoire parce que ce sont des services dédiés uniquement au partage d'actualité, alors que Facebook dit, nous, c'est nos utilisateurs et on ne peut pas décider de ce qu'ils partagent ou non. Là. Ou c'est même les médias eux-mêmes, mais ça, on pourra peut-être en parler plus tard. Oui. Mais moi, je trouve que Google et Facebook, ils ont raison de dire que ça porte un peu atteinte à l'esprit d'Internet. Puis là, on peut dire, comment ça se fait, Philippe, que tu colportes les arguments de Google et Facebook? Mais c'est pas parce que c'est eux qui le disent que c'est pas vrai. Eux le disent parce qu'ils ont certains intérêts. Oui. De la même manière, dans l'autre camp, PKP a dit que le blocage des nouvelles par Meta était une agorance corporative rarement vue, qui a raison aussi, mais je veux dire, PKP, il a aussi ses propres intérêts. Et sa propre arrogance. Oui, c'est ça. C'est 14 lockouts en 14 ans. C'est ça. Il s'y connaît en matière de blocage. Et rappelons que quand Facebook est arrivé, les médias d'information disaient « Hey, ne partagez rien là-dessus parce qu'on n'est pas payé. » Puis après ça, évidemment, le climat social a changé envers ces entreprises-là. Et là, ils ont utilisé ça massivement. Et là, ils nous disent de ne plus le faire. Oui, mais c'est ça. Mais je reviens quand même sur l'idée que
il faut quand même réfléchir à c'est quoi les comportements qu'on veut décourager par notre action législative et de faire une loi qui dit parce que vous partagez des choses, ça doit... Dans le fond, c'est comme de le pénaliser. On peut dire c'est compenser les médias, mais dans les faits, c'est comme de pénaliser ça. C'est sûr que ça amenait sur une traque de dire si c'est pour nous coûter de l'argent, si vous trouvez que c'est une mauvaise chose qu'on partage les choses, on va arrêter. On va les enlever. Deuxième leçon, je dirais dépasser une certaine approche corporatiste. Ça, c'est pas la première fois aussi qu'on en parle ici. Les médias d'information n'ont pas tellement l'habitude d'inscrire la défense de leurs intérêts dans des batailles plus larges. Ils aiment se présenter en défenseurs de la démocratie, puis c'est vrai que c'est le quatrième pouvoir et tout ça, mais c'est rare que ça va jusqu'à créer des liens avec d'autres mouvements qui poussent. Et ici, sinon, ça serait une pente glissante. C'est ça, c'est-à-dire que l'engagement et puis j'ai même vu une chronique du Journal de Montréal, c'était pas les chroniqueurs les plus en vue, mais une chronique du Journal de Montréal qui se lisait quasiment comme un tract, de dire voici comment boycotter Meta, c'est tel jour et tout ça. Donc, quand c'est pour les médias, l'engagement, c'est correct parce que de toute façon, c'est pas pour les médias, c'est pour la démocratie. C'est ça. Mais ici, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que toute la campagne, dans le fond, qui a été menée, puis bon, il y a eu du lobbying, tout ça qui a été fait à la fois de journaux, de mouvements syndicaux. Je mentionnais off the record tantôt que Pascal Saint-Onge, qui est maintenant ministre du patrimoine, donc ministre qui est en charge de cette loi-là, qui a comme un peu hérité des pots cassés de Pablo Rodriguez. Avant, elle était présidente de la FNCC, Fédération nationale de la culture des communications, qui est affiliée à la CSN, qui est principal représentant syndical des journalistes au Québec. Mais donc, c'est quand même... Gardons ça en tête pour la suite du dossier. Donc, c'est quand même intéressant parce que, dans le fond, c'est comme si la campagne qui a été menée, c'était basée sur une prémisse qui est de dire notre contenu, il y a une valeur qui est particulière, qui doit être reconnue. Il se trouve un peu dans une classe à part. Par exemple... Là, vous paraphrasez les médias. C'est ça. Les médias d'information. C'est de dire, voilà, ce que nous, on met ou ce que nous, on retrouve sur Facebook ou sur Google, ça a une valeur qui est spécifique et qui doit être reconnue, alors que dans les faits, c'est l'activité de tout le monde sur ces médias-là qui produit de la valeur. Ce qui ne veut pas dire que les médias font, c'est pas important. Sauf que c'est pas inscrit dans une analyse globale de qu'est-ce qui produit la valeur de ces entreprises-là. Ces plateformes-là ne font pas de distinction. Non, c'est ça. Ils veulent du contenu. Oui. C'est comme ça. Leur modèle d'affaires, c'est pour ça que des fois, les gens disent « Ouais, mais c'est Facebook devrait en faire plus pour la grossophobie. » Non, ils ne sont pas contre les gros non plus. Ils veulent juste du contenu. C'est pour ça, tantôt, je disais qu'il faut intervenir plus en amont. C'est-à-dire que, justement, le modèle d'affaires, c'est de faire absolument aucune distinction entre de la bonne information et de la mauvaise information. Après ça, on peut mettre des mécanismes pour que des commentaires haineux ne soient pas considérés sur le même pied. Mais... Sauf qu'on n'intervient pas à la racine du problème, qui est que le principe même de ces entreprises-là, c'est de tout niveler, finalement, d'être dans une espèce d'indifférence radicale. L'important, c'est qu'il y ait du mouvement, c'est ça, c'est l'attention. Exact. C'est le seul critère. Donc, c'est ça. Je pense que cette perspective-là, corporatiste, ça nuit aux médias d'info. Par exemple, des études de Jean Groix, qui est aussi quelqu'un que j'apprécie par ailleurs, qui a souvent fait des recherches qui disait, dans le fond, les médias d'info ont contribué à quelque chose comme 200 millions, médias d'info canadiens, le contenu, ça a contribué à peu près 200 millions des revenus de Facebook. Mais c'est parce qu'il y a un sous-entendu qui est peut-être involontaire, mais qui est un peu pernicieux, qui dit que si on enlève ça, ce qui reste sur Facebook, ça va être essentiellement du papotage puis des vidéos de chats. Mais sauf que là, à date, les recherches qu'on a, il y a eu en tout cas une certaine étude qui a été faite qui disait que le trafic n'a pas tellement diminué. Il faudra voir. Peut-être il y a eu une baisse du nombre de personnes sur Facebook. Oui, possible. Ouais. Mais en termes d'activité, je suis pas sûr que c'est à cause de ça. De trafic, non. Pas tant. Peut-être que ça va baisser plus tard. Je sais pas. Je lance une idée folle. Et si sur Facebook, même sans les médias d'info, c'était pas juste du papotage des vidéos de chats. Sur Facebook, il y a des gens qui font des événements pour annoncer leur lancement, pour annoncer des activités culturelles. Il y a des groupes de discussion féministes. Il y a des groupes de discussion.
fond. Il y a des gens qui mènent des levées de fonds pour leur ami qui doit se retirer du travail pour soigner un cancer. Il y a toutes sortes d'affaires qui vont... Mais c'est qu'on voit l'idée derrière qui est de dire ce que nous, on fait, c'est une classe à part, mais c'est que Meta les a pris au mot dans un sens. Elle dit, vous considérez dans une catégorie à part, restez à part. On va vous tasser, on va garder le reste. Puis encore là, je ne suis pas en train de dire que ils ont raison, que finalement, c'est pas important. Non, mais c'est pas vrai qu'il y a juste ça qui est important. Mais quand on a une analyse qui dit faut nous rémunérer, parce que nous, ce qu'on fait, c'est vraiment différent, là, on a un problème. Si on avait envisagé le problème de manière plus globale, en regardant encore une fois la manière dont ces entreprises-là font leur argent en général, c'est-à-dire avec les données puis l'activité de tout le monde sur la plateforme, je pense pas que Meta sera allé jusqu'à bloquer son application du Canada au complet. Troisième leçon. Donc, c'est ça, j'ai un peu amené comment il y a des limites finalement dans l'analyse qui a été faite jusqu'à présent. Moi, j'aimerais ça qu'on s'inspire davantage d'une autre critique, qui est la critique qu'on peut appeler libriste, c'est-à-dire qui est inspirée du logiciel libre, qui est un courant militant qui était quand même assez fort dans le début d'Internet, puis même dans l'informatique en général. Et en gros, l'idée du logiciel libre, c'est de dire, il faut que les logiciels, le code soit ouvert. Mais l'idée derrière, c'est de dire que dans le fond, ces applications-là, il faut qu'on ait accès à comment ça fonctionne et surtout, il faut que ça soit décentralisé. C'est un mouvement qui est très méfiant de la centralisation des communications, autant telle qu'elle pouvait exister dans les médias dits traditionnels, où est-ce qu'on avait, on appelle ça parfois des gatekeepers, des gens qui peuvent contrôler ce qui passe pas, parce que, ils ont un certain pouvoir, puis c'est une structure qui est plus verticale, plus hiérarchique. Donc, des gens qui célébraient l'aspect décentralisé. Ce qu'on appelle l'open source. C'est ça, c'est ça. Très présent au début, qui est encore présent aujourd'hui. Oui, mais c'est sûr qu'en termes de mouvement, ils sont un petit peu plus en difficulté, mais quel mouvement n'est pas en difficulté aujourd'hui, Fred? ChatGPT, à l'origine, était open source. Ça a été transformé assez rapidement quand on a vu le potentiel commercial. Là, il y a toutes sortes de nuances qu'on pourrait faire, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont, c'est ça qu'on disait, le mouvement est plus faible aussi, c'est qu'il y a toutes sortes d'entreprises qui ont trouvé le moyen d'utiliser cet argument-là de l'open source pour développer des choses. Fait qu'OpenAI... D'open source washing. Oui, c'est-à-dire c'est comme une façon de créer un certain buzz, de profiter de l'ouverture pour se faire une place. Puis là, une fois que la place est acquise, là, on referme la clôture, puis ça devient un jardin fermé. Mais ça serait toute une autre discussion. Mais ce que je veux dire, c'est que cette perspective-là d'insister sur la décentralisation, ça nous permet d'avoir une critique des GAFAM qui va beaucoup plus loin. Dans le fond, c'est que les libristes ont célébré le fait qu'Internet a permis de contourner des gatekeepers du 20e siècle. Donc, l'État, qui peut contrôler des discours, mais aussi des médias traditionnels. Mais dans le fond, c'est que cette situation-là où Internet changeait un petit peu la donne, elle a été quand même d'assez courte durée, parce que le pouvoir s'est comme reconcentré autour d'entreprises, justement les GAFAM, qui ont su se placer à des endroits vraiment névralgiques. En fait, on reproduit le modèle néolibéral de l'économie régulière, entre guillemets. C'est sûr que la logique est différente des médias traditionnels parce que justement, on va plus chercher le contenu, la participation des gens, mais qui ont trouvé des moyens... Je parle pas des traditionnels, mais je parle de l'économie de marché où les plus gros font plus d'argent, les plus petits. Ce modèle-là qui, au début d'Internet, était un peu protégé. Là, c'est la même affaire. Et donc, c'est plus à ça qu'il faudrait s'attaquer. Puis c'est une critique de cette centralisation-là, notamment chez Google, qui existe depuis longtemps. Un militant comme Aaron Swartz, en 2007, c'était quand même un beau. Aaron Swartz, c'est quelqu'un qui est décédé aujourd'hui, mais c'était un jeune dans les années 2000 très actif qui a été cofondateur de Reddit, qui a travaillé sur les formats RSS, qui était très impliqué aussi dans Creative Commons. Donc vraiment militant libriste, mais aussi qui était beaucoup en lien avec des mouvements de gauche de façon plus générale. C'est vraiment quelqu'un de très, très, très intéressant, très brillant. Et c'est ça, en 2007, il disait, on commence à voir le pouvoir se centraliser chez des géants comme Google qui peuvent déterminer à quelle information on va avoir accès. Ça fait 15 ans, puis c'est à ça qu'on est en ce moment. Donc, ce pouvoir-là que les GAFAM ont, ça fait longtemps qu'on le connaît, puis j'insiste sur le fait que C-18, les autres lois libérales, ne s'attaquent pas à ce pouvoir-là, même si la loi elle avait été appliquée comme prévu. Imaginons que la loi avait été appliquée
appliqué comme prévu. Ce que ça aurait fait, dans le fond, c'est que ça aurait consolidé la place des GAFAM dans l'écosystème médiatique. C'est-à-dire que les GAFAM seraient devenus comme un des morceaux qui financent les médias. C'est comme si ça aurait contribué finalement à ce qu'ils soient comme un peu indispensable. Ça aurait accru la dépendance des médias d'information à leur égard. C'est vrai. Mais cette approche-là, l'approche... C'est non, tout à fait. Je ne pensais pas comme ça, mais effectivement. Des gens, justement, de l'approche libriste en France, des gens à la Quadrature du Net, tout ça, qui critiquent même les lois européennes, qu'on dit « Ah, l'Europe, c'est en avant », tout ça, puis qui disent un peu la même chose. C'est-à-dire, si ce que ça fait, c'est que c'est juste les amener à agir de façon un peu plus civilisée, ben, c'est pas nécessairement ça l'objectif ultime qu'on devrait avoir. L'objectif ultime, c'est de considérer que ces entreprises-là sont des problèmes et comment on peut faire pour diminuer leur pouvoir puis donner davantage de pouvoir à des alternatives. Donc ça, je pense que c'est une approche qui a été longtemps ignorée au Québec. On parlait de mon premier livre, je vais retourner dans la plug. J'en parle quand même pas mal dans le premier livre, puis je pense encore aujourd'hui, ça vaudrait la peine de s'y pencher davantage. Si vous dites Fred Savard à votre libraire, vous allez avoir 15 % de rabais sur le livre. Non, c'est pas vrai. En fait, dit, cette critique-là, libriste, elle n'aurait pas pu venir du gouvernement. Non, puis même à la limite, pas tellement des médias d'info, parce que c'est une critique qui, comment je dirais, qui les rend un peu inconfortables, parce que c'est pas une critique qui fait juste condamner le numérique ou juste condamner les médias sociaux. Quels sont les préceptes de base de l'économie de marché? Oui, là encore, on pourrait aller dans toutes sortes de détails parce que l'open source, comme je disais tantôt, est utilisé par des entreprises. Non, mais si on respecte à la lettre l'esprit de la critique libriste, ben, les brevets exclusifs, tout ça, il y a toute une critique de la propriété intellectuelle. Voilà. Exactement. Oui, tout à fait. Mais c'est une approche qui est mal reçue parce que on accorde quand même un certain crédit à ce que Internet peut permettre si on le construit comme il faut, c'est-à-dire redonner du pouvoir aux usagers, aux usagères, au public, les faire participer davantage, qu'ils aient un rapport plus actif à la technologie, aux communications. T'sais, on insiste davantage sur la parole populaire, travail collaboratif. Puis ça, c'est toutes des choses qui viennent un peu déstabiliser certains a priori à la fois des gouvernements et de médias plus traditionnels. N'oublions pas que le printemps arabe de 2011 ne serait plus possible aujourd'hui avec l'infrastructure des réseaux sociaux actuels. T'sais, Twitter a été un accélérateur. Parce qu'à l'époque, Twitter, c'était pas un fou furieux libertarien qui était propriétaire. On dirait que vous avez lu mes notes parce que c'était ma leçon. Mon Dieu, ma prochaine leçon, ça en va exactement. Non, c'est parfait. Okay. Mais c'est ça, ma quatrième et dernière leçon, c'est en regardant un petit peu plus vers l'avenir. Je pense que ce qu'il faut voir aussi dans cet épisode-là, dans cette saga-là, c'est un exemple parmi d'autres que l'ère des médias sociaux comme Place du village, comme Agora, de la nouvelle démocratie et tout ça, ça semble plutôt derrière nous, en fait. On est dans on semble s'en aller vers une nouvelle phase. Puis ça, c'est peut-être un autre aspect que le gouvernement libéral a sous-estimé, c'est que les médias sociaux commerciaux semblent de plus en plus déterminés à larguer le contenu informatif. Et pas juste parce qu'il y a des lois comme C-18. C'est un virage, moi, je pense qu'on peut faire remonter à peu près à 2017-2018. Bon, il y a eu l'élection de Donald Trump en novembre 2016, commotion, tout ça, puis dans les critiques, dans les explications qu'on a trouvées de cette victoire-là, c'était, bon, les médias sociaux qui ont favorisé la désinformation, tout ça. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter, mais il y a eu le scandale Cambridge Analytica. Dans toute cette foulée-là, c'est ça, vers 2017-2018, début 2018, je pense, Facebook a annoncé vouloir favoriser les communications de proximité. Notre algorithme va davantage favoriser les échanges que les gens ont avec des gens qui connaissent déjà, non pas des grandes organisations parce qu'ils voient que c'est plus peut-être manipulable. Mais cette tendance-là, qui date d'à peu près 5 ans, plus 5-6 ans, c'est une tendance qui se poursuit aujourd'hui. Même aux États-Unis, il y a des gens qui constatent que le contenu informatif sur Facebook occupe de moins en moins de place. Puis c'est pas lié à des lois. Il n'y a pas de loi là-bas. C'est intéressant, ça. Et même ce qu'on regarde... Puis vous parliez de Twitter tantôt, puis d'avoir des maniaques multimilliardaires qui sont à la tête. Ben c'est pas exactement le même phénomène que Meta. Je dirais sociopathe. Bon, milliardaire. Un peu de nuance quand même. Mais quand on regarde ce qui se passe avec Twitter ou X, c'est pas les mêmes causes, mais ça va dans la même direction. C'est-à-dire que cet esprit-là d'une agora, puis on parlait tantôt d'Israël et la Palestine, puis c'est vrai que ça a été constaté comment que, à une autre époque,
Twitter était un endroit de référence pour avoir de la bonne info, puis de l'info rapide, puis de précise. En fait, d'avoir accès aux gens qui font l'info aussi. C'est ça, puis des gens spécialisés. On a des experts qui ne se rendent pas nécessairement à Radio-Canada. Maintenant, c'est comme une foire. Est-ce qu'il faut être capable de se démêler? C'est le bordel total. Mais donc, il y a plusieurs façons de larguer l'information. Puis encore une fois, même si la loi elle avait été appliquée, qu'elle avait été faite, mais il aurait été tout à fait possible pour Facebook de déréférencer le contenu informatif, c'est-à-dire de donner l'instruction à leur algorithme de moins favoriser le contenu qui est dans les médias pour avoir moins à payer par la suite. Il aurait très bien pu faire ça aussi. En respectant la loi. Oui. Puis il la respecte déjà, mais c'est-à-dire vraiment en respectant l'esprit de la loi, en disant, OK, c'est bon, on va négocier des ententes. Mais si les ententes étaient liées à comment ça circule et qu'eux-mêmes peuvent décider de fermer un petit peu le robinet pour que ça circule moins, on ne serait pas plus avancé. Alors que la loi aurait dû prendre en compte le robinet. Ben oui, on revient à ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que si on pénalise, pas juste le débit. Si on pénalise le partage, il aurait très bien pu dire. En fait, moi, je pense que ça aurait même été plus habile de leur part. De dire, oh oui, c'est correct, on va négocier des affaires, mais sauf qu'ils ferment le robinet, que ce soit juste un petit filet d'eau qui coule, puis ils disent, OK, voilà votre chèque, puis laissez-nous tranquille. Puis là, on ne serait pas plus avancé. Mais j'ai l'impression que, pour revenir à l'idée que c'est comme si les médias sociaux sont entrés dans une nouvelle phase, on dirait que les dirigeants des médias sociaux se sont rendus compte que gérer de l'information puis avoir un modèle low cost, parce que ces médias sociaux-là, c'est du low cost. C'est du Walmart 4+. Tout à fait. C'est ça que ça prend pour que ce soit très rentable. C'est de la modération qui est faite soit par de l'intelligence artificielle, soit par des modérateurs, modératrices payés des salaires qui sont déjà derrière les algorithmes aussi. Oui, à les surveiller, à les calibrer. Mais qui font un travail dans des conditions qu'ils doivent filtrer des contenus haineux, racistes, sexistes, homophobes tout le temps. Et donc, c'est comme si c'est l'IA et ces gens-là qui doivent, au quotidien, là, concrètement, s'assurer de délimiter qu'est-ce qui est de la bonne information ou pas, qu'est-ce qui va dans... c'est pratiquement impossible. Puis j'ai l'impression que les médias sociaux se sont dit, l'information, c'est trop compliqué. De toute façon, le monde n'est jamais content. Soit on en passe trop, soit on en passe pas assez. Fait que c'est comme s'ils se disent, restons sur les échanges entre les gens. Puis le reste, arrangez-vous avec ça. Donc, je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins, en fait, avec ça. Tout cet événement-là nous fait prendre conscience du degré de dépendance structurelle qu'on a, puis je dis vraiment on at large, dans le sens où, oui, les médias d'information ont développé une certaine dépendance, mais en général, notre organisation sociale, ça aussi, ça fait longtemps que je le dis, c'est que ces entreprises-là se superposent, deviennent l'infrastructure de communication de la société, alors qu'elles sont régies par des impératifs de profit énormes. Ça, c'est problématique. Là, c'est comme si on se rend compte vraiment des effets que ça peut avoir d'avoir laissé un pouvoir de cette ampleur-là à des entreprises comme celle-là. Puis là aussi, je dis le degré de dépendance, c'est vrai que là, on l'a évoqué un petit peu tantôt, mais il y a un double discours des médias que ça a révélé aussi, cette crise-là. On parle de vol de contenu, ce genre de choses-là. J'ai même vu un texte, je pense que c'était Yves Gingras dans Le Devoir, que dans le même texte, il y avait un paragraphe où est-ce qu'il disait qu'il pille sans vergogne les contenus. Puis 2 paragraphes plus loin, il disait Meta censure le contenu informatique. Mais là, il faut se brancher, là. Ça ne peut pas être comme les deux en même temps. Mais c'est ça, c'est que le poids que ces géants-là ont réussi à acquérir a fait que les médias se sont sentis comme un peu obligés d'aller dans cet espace-là, même de modifier leur contenu pour le rendre plus intéressant, plus cliquable. Oui, il y a ça aussi parce que les entreprises médiatiques, les journaux, mais c'est des entreprises. Moi, il faut l'utiliser. Puis je pense qu'il y aura avantage à l'utiliser un peu plus. Au lieu de jouer la carte de nous sommes un pilier de la démocratie, parce que on n'est pas dupe, on le sait très bien que ça prend des clics pour calibrer les tarifs publicitaires. Évidemment, on ne veut pas que les journaux ferment, mais il faut comprendre que ce sont des entreprises médiatiques qui se sont fait avoir avec un modèle de dire aux gens, allez sur Facebook. Au début, allez-y pas. Après ça, allez-y, parce que quand vous y allez, vous cliquez. Puis nous, après ça, on peut montrer ces clics-là à nos vendeurs qui vont après ça vendre la pub. Mais là, le problème, c'est que la pub est toute partie
à la source, c'est-à-dire Facebook. Mais Exact. ce sont des entreprises avant tout, même la presse, Le Devoir, Journal de Montréal. Même si c'est à but non lucratif, là, oui. Oui, mais quand même. Oui, tout à fait. On peut faire beaucoup de choses avec un OBNL. J'en suis pas une, mais tu sais, juste pour rire, c'est un OBNL à l'origine. Puis oui, tout à fait. Puis je pense que quand je disais tantôt qu'on est à la croisée des chemins, ben c'est clair que ça, on le sait quand même depuis longtemps qu'on est à la croisée des chemins pour l'avenir des médias comme tel, sur ce modèle-là. Mais on est aussi à la croisée des chemins dans le rôle qu'on avait un peu pris pour acquis que les médias sociaux avaient dans la société, à savoir être ce lieu d'échange. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les médias maintenant? Donnez-nous de l'espoir. C'est sûr qu'il y a des enjeux, il y a les enjeux de financement en général. Puis ça, je renvoie les auditeurs et auditrices à la chronique précédente parce que j'avais beaucoup développé sur c'est quoi des différentes avenues de financement. Si on pose plus la question sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut avoir un écosystème informationnel, sachant que ces médias sociaux-commerciaux-là sont en train de larguer ce contenu-là. Puis je dis bien écosystème parce que je pense qu'une des choses qu'il faut retenir aussi de l'arrivée des médias sociaux puis de la place qu'Internet a pris dans nos vies, c'est que le public fait aussi partie de l'écosystème. Oui. On n'est plus dans le public qu'on n'entend pas ou qu'on s'imagine un peu passif. Ça pose des questions comme, quel genre de médias social est-ce qu'on aurait besoin? Ou quel genre de plateforme pourrait mieux répondre finalement à ce besoin-là? Parce que comme je disais tantôt, gérer de l'information, c'est compliqué. Ils ont raison, là, les GAFAM. Puis les médias aussi, quand ils disent on a besoin d'éditeurs, on a besoin de professionnels pour filtrer puis pour faire des choix éditoriaux, c'est vrai. Il y a un travail humain qui doit être soutenu là-dedans. Fait que, il y a différentes idées qui circulent. Il y a une idée qui a été lancée, je pense, à la fin de l'été, je ne sais plus trop, par Alain Saunier, dont je parlais tantôt, qui disait, un genre de média social d'État, mais qui serait indépendant par ailleurs. Il y a d'ailleurs Steve Proulx, qu'on a entendu ici, qui avait le balado Les Écrans, qui est un journaliste qui a écrit des... il m'a écrit cette semaine parce qu'il est en train d'y réfléchir. Et d'ailleurs, je vais envoyer un sondage que je vais mettre sur la page Facebook de la balado. Un sondage qu'il réalise pour voir s'il y a un potentiel de création d'un média social comme ça, un peu à l'abri de... En tout cas, moi, je suis un petit peu... Je sauterais pas à pieds joints là-dedans. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une bonne intention, mais je vais parler plus pour ce que j'ai lu d'Alain Saunier. Mais je dis pas que c'est une mauvaise idée, mais c'est-à-dire que moi, ça pose beaucoup de questions, en fait. Pourquoi, par exemple, un réseau national? D'avoir des communications comme celle qu'offre Internet, c'est entre autres d'avoir des communications qui sont transnationales. Oui, tout à fait. Comment ça fonctionnerait, ce truc-là? Est-ce qu'il y a des gens de d'autres pays qui pourraient s'inscrire? Ensuite, d'autres questions que ça pose, c'est quels critères de modération? Parce qu'on s'en sort pas. Je disais tantôt, il y a un modèle low cost qui est fait, mais si on veut un modèle qui n'est pas low cost, où est-ce qu'il y a une réflexion soutenue sur comment... Ça sera pas neutre. C'est pas si évident que ça. Là. Qui aurait la responsabilité de ça? Ce serait quoi les critères? Mais c'est qui va les faire appliquer? Et une autre question aussi, pourquoi pas Mastodon? Parce qu'on on en avait déjà parlé. Donc, justement, Mastodon, qui est un projet inspiré... Mastodon est plus inspiré, justement, des libristes dont je parlais tantôt. Dans le fond, c'est que il me semble que ce que Alain Saunier appelle de ses voeux, ça existe déjà un peu. Le fait que ça existe, ça règle ce qu'on voit en ce moment, en tout cas, c'est que ça règle pas nécessairement le problème. C'est qu'encore une fois, c'est une bonne idée en soi, mais sauf que le cœur du problème, j'ai commencé avec ça tantôt dans ma chronique, c'est le modèle d'affaires de ces entreprises-là et leur place monopolistique. Fait que le fait qu'on crée, c'est pas la première fois là, qu'on crée des alternatives. Ce qui fait que ces alternatives-là ont toujours de la difficulté à percer, c'est qu'on a des monopoles qui occupent tout l'espace. Pour revenir un peu à l'idée d'un média social alternatif, moi, je me dis, dans l'immédiat, peut-être qu'on peut miser sur des choses comme plus modestes. Je mentionnais tantôt les fils RSS que Aaron Swartz avait contribué à développer. Mais les fils RSS, c'est un peu comme une espèce de proto-média social. C'est-à-dire que les sites peuvent publier un résumé rapide en une ligne avec un lien de leur contenu. Le headline, peut-être un petit chapeau, tout ça. Les gens peuvent s'abonner au fil RSS
et donc recevoir le contenu de différentes sources. Fait que c'est un peu le principe d'un média social. C'est une revue mais pas une revue de presse. Oui, mais... on peut rapprocher ça d'une sorte de revue de presse, mais à la limite, si l'ensemble du Web 2.0, du Web social avait été pensé de cette façon-là, mais ça voudrait dire que moi, comme individu, j'aurais pu me faire comme un blog, mettons, faire des publications, faire un fil RSS avec ça. Des gens de mes amis ou peu importe, des collègues s'abonnent. Puis les médias avaient commencé un peu là-dedans. Il y en a peut-être même qui le font encore. Les médias sociaux sont arrivés puis ont complètement... mais j'ai l'impression que le fait que, justement, là, les médias sociaux commerciaux soient plus un lieu intéressant où avoir de l'information, ça pourrait être intéressant. Vous parliez tantôt de Steve Proulx. Moi, j'entends d'autres sortes d'affaires dans des médias du Canada anglais, médias de gauche au Québec aussi, qui, je ne sais pas si je dois dire ressuscitent, là, mais en tout cas, essaient de ramener cette idée-là d'avoir un site où différents médias d'information, mais là, on parle plus de médias indépendants, médias plus de gauche, mais qui pourrait très bien s'imaginer pour des médias en général, d'avoir un site qui serait un peu le site où vous allez pour voir qu'est-ce qui s'est produit de nouveau par différents médias. C'est parce que c'est une carte intéressante parce que moi, c'est plus facile à monter, là. C'est plus léger parce qu'un média social, public, comme je disais tantôt, là, beaucoup de questions, c'est pas, ça se fait pas en criant ciseaux, cette affaire-là. Alors que même pour les médias, les grands médias, là, entre guillemets, là, d'avoir un site, tu as La Presse, Radio-Canada, Le Devoir, tout ça, où les choses peuvent être taguées avec des sujets. Puis tu peux dire, ben moi, je veux voir qu'est-ce qui se passe, politique québécoise. Là, vous êtes en train de dire que ces gens-là, s'ils se parlaient un peu plus, pourraient s'organiser. Tout à fait, parce que c'est des enjeux d'organisation collective. Je suis assez cinglant des fois sur les propos que ces gens-là utilisent pour qualifier, là, je me rappelle, José Blanchette, il n'y a pas si longtemps, parlait d'une dictature technologique, là, le blocage des nouvelles. Je lis sa chronique directement sur le site du Devoir. On n'est pas dans une dictature technologique, là. S'il y avait une dictature technologique, je ne pourrais pas avoir accès au site du Devoir, là. Moi, c'est sûr que je consomme les nouvelles comme ça. Je n'ai jamais compté sur Facebook. D'ailleurs, je suis content de ne plus avoir 1500 partages de la même chronique de Patrick Lagacé sur Facebook. Puis des gens qui disent « Allez lire ça. » Et « Ouais, je te dis que... Ça, je suis content. Parce que si je veux lire Patrick Lagacé, je vais aller directement sur le site de la presse. Et je trouve que ces médias-là devraient beaucoup pousser là-dessus. Oui, ben puis là, il y a eu beaucoup de... Et si on avait un agrégateur... C'est ça, un agrégateur, exactement. Encore mieux, là. C'est de ça dont je parle, un agrégateur, exactement. Puis c'est sûr que par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, on parlait de ChatGPT tantôt, un agrégateur, c'est assez low-tech, là. C'est pas quelque chose de super ambitieux. Puis ça peut avoir l'air, justement, un peu... même presque ringard, mais c'est parce que moi, je considère qu'un des mauvais virages qu'on a pris dans l'évolution d'Internet, c'est justement ce qu'on parlait tantôt, des entreprises qui arrivent, qui offrent des services clés en main, mais qui font de la collecte de données et qui se mettent à occuper tout l'espace. Fait qu'il faut voir où est-ce qu'on a fait fausse route, puis est-ce qu'on peut revenir à ces idées-là, puis développer, reculer, mais pour avancer après dans une autre direction. Oui, exactement. Puis comme vous avez dit tantôt, effectivement, ça suppose qu'ils se parlent davantage. Ça suppose de penser les choses aussi en termes d'organisation collective, de s'organiser sans que ça soit juste par demander des lois au gouvernement. Cette croisée des chemins-là dont je parle, autant pour les médias d'info... Elle peut être porteuse. J'espère. Comme on dit, dans toute crise, il y a une opportunité. Mais voilà. Peut-être que je terminerai avec une petite recommandation de lecture, puis je pourrais la mettre dans l'infolette. Sue Gardner. Sue Gardner, c'est quelqu'un qui a été cadre à Radio-Canada, qui a aussi été à la Fondation Wikimedia, qui s'occupe de Wikipédia, donc qui connaît les médias dits traditionnels, qui connaît aussi l'esprit d'Internet, parce que Wikipédia, c'est quand même un des beaux accomplissements de ce web-là, plus ouvert. Oui, jusqu'à un certain point. Ça aussi, là, c'est compliqué. Quand je dis libriste open source, c'est compliqué. Non, mais c'est un libertarien qui a créé Wikipédia à l'origine. Jimmy Wales. C'est un libertarien. Oui. Alors, juste pour dire qu'il y a du bon monde là-dedans. Il n'y a pas juste avec du web. Pas de blague. Je pense pas que j'irais jusque-là, mais c'est ce dont je parlais tantôt quand on disait open source puis OpenAI. Il y a toutes sortes de monde dans ce milieu-là. Tout à fait. Que je veux juste que ça soit clair. Il y a des naturopathes pas vaccinés là-dedans.
Mais c'est pas grave. Entre autres. On est dans le dialogue. Non, mais dans le sens qu'il y a des libertaires, il y a des libertariens, il y a des tensions, il y a des contradictions. Fait que je veux pas escamoter ça. Non. Mais je reviens à Sue Gardner. Ce que je veux dire, c'est que le fait qu'elle ait été à Wikipédia, qui est quand même ce qu'un web plus ouvert et collaboratif peut produire de mieux. Puis je trouve que c'est intéressant justement d'avoir un regard de gens qui sont capables de voir ce que ces modèles-là amènent de positif. Et elle a fait, c'est en octobre 2022, c'est il y a 1 an, elle avait fait un texte, ça a été publié sur un groupe de recherche, je pense, de McGill. Je pense qu'elle a peut-être travaillé là pendant une courte période. Et elle a fait un texte qui s'appelle Bill C-18 is bad for journalism and bad for Canada. Ça, c'est en octobre 2022. Dans le fond, ce qu'elle dit, c'est en forçant les plateformes à payer les médias pour des liens, que la loi C-18, elle décourage les plateformes à partager des contenus d'infos. Donc ça, c'est en octobre 2022 qu'elle dit ça. Et elle dit la capacité de partager des choses, c'est au cœur de l'ouverture d'Internet. Donc c'est vraiment, très clairvoyant. Puis c'est un texte quand même assez long, avec une critique très solide. Les chroniques longues et les textes longs, on adore ça. Hey, Philippe de Grosbois, merci, c'était passionnant. J'ai craché tout mon venin. C'est parfait. Non, c'était pas super. Mais c'est vrai ce que vous dites, que on a du contenu critique. Moi, j'ai beaucoup de critiques sur certains a priori. Mais il faut le faire. Mais c'est pas... on veut pas je veux dire, de l'information, là, moi, j'en mange. Moi aussi, je considère que c'est absolument fondamental. Puis, je crois fondamentalement à cet aspect-là. Mais il faut prendre cette mission-là au sérieux aussi. Ah, merci. Attendez, à la base, vous êtes formé théâtre. Ouais. Là, je ne vous ai pas averti, là, j'ai pesé sur Ricard. Oui, parfait. Oui, à la base, je suis formé théâtre. Bonjour, Coralie. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Je répète votre nom, vous êtes venu qu'une fois à la balado. Rien qu'une fois. Coralie Laperrière. Grand désir de la balado d'offrir une diversité d'âge, rajeunir le public. Ben oui. Mais vous avez des idées qui me plaisent, plutôt à gauche, on pourrait dire. Pas mal. Je pense que j'aiderais pas la non-radicalité du projet. Non, c'est ça. Et je comprends que au Québec, malheureusement, les podcasts, ça prend des humoristes. Oui. Ça me tente pas toujours de jouer ce rôle-là parce que je suis rendu ailleurs dans ma carrière. Oui. Fait que je me suis dit, on recommence. On recommence pour la saison 6 d'avoir... D'ailleurs, une femme humoriste, je trouve que c'est déjà une belle carte de visite pour la balado, sans vouloir dire qu'on vous utilise, là, mais voilà. Non, moi, j'aime ça. Mais vous me faites rire sur Twitter, en fait, c'est surtout merci, ça. Voilà. Merci. Et Dieu seul sait qu'on rit pas beaucoup sur Twitter ces temps-ci. Et Pelay, non, je quitte bientôt le navire, je crois. Ouais, mais il y a encore des gens intéressants. Oui. Vous voyez, je prépare bientôt un épisode sur toute la polémique avec le financement des universités, avec ce que la CAQ a fait avec McGill, tout ça. Et j'ai envie de prendre un pas de recul et ne pas réagir à chaud. Et là, j'ai trouvé des gens vraiment intéressants, spécialistes du financement des universités, et c'est beaucoup via Twitter que j'ai réussi à les trouver. Fait que, d'ailleurs, j'appelle encore Twitter, j'appelle pas ça X. Fait que, oui, non. Et là, j'ai aucune idée de vous dire la confiance que j'ai. Je vous demande même pas vos sujets d'avance. Cela dit, je fais le montage, fait qu'au pire... Au pire, vous enlevez tout ça, puis il reste 1 minute et demie. Ça sera ça. Voilà. Mais oui, c'est sûr. Le fait que je suis une féministe frustrée. Ben oui! Ah, vous êtes frustrée? Un peu. Pour vrai ou on vous dit frustré? Ah, pour vrai, je pense. Ah oui, non, ça va. Je vais tout parler de ça. OK. Ben, déjà, très contente de refaire une chronique parmi vous. Là, jusqu'à ma dernière chronique, je vous ai tutoyé. Ah, là, vous faites ce que vous voulez. Non, mais faites ce que vous voulez. Non, mais c'est parce que tout le monde à la balado vous voit tout le monde. Puis pour moi, c'est important les pronoms. Oui. Fait que c'est important que je respecte ça. Cela dit, quand on vous voit, on escamote toute cette polémique. C'est vrai. Mais polémique. Pas polémique, mais il y a quelque chose de neutre dans le vouvoiement. C'est vrai? Ça dépend. Après ça, il y a les adjectifs. C'est compliqué. Oui. Après ça, on s'entend. Mais oui, c'est ça. Vous savez, je suis une féministe. Pire que ça, je suis une éco-féministe. Une féministe libertaire. Une féministe qui co-anime un balado féministe qui s'appelle Farouche, disponible sur toutes les plateformes balado. C'est vrai. Mais je suis aussi une militante féministe. Oui. J'ai parti la page Instagram Pas de filles sur le pacing pour dénoncer le Boys Club dans le milieu de l'humour avec mon ami et collègue Emna Achour, avec qui je co-anime la balado. On la salue. Oui, j'ai aussi organisé des manifestations, des actions directes. Puis là, je vous étale mon CV. C'est pas pour me vanter, c'est parce que je suis une femme, donc je suis habituée de devoir exposer mon expérience pour qu'on me prenne au sérieux. Tout ça pour dire que je suis une féministe frustrée.
fatiguée puis fatigante, puis je l'assume, ça me dérange pas. Je le dis parce que je veux mettre carte sur table. Hein. C'est une nouvelle collaboration. Oui. Les auditeurs et auditrices ne me connaissent pas encore. Hein. Ils savent pas que moi, je porte pas de brassière avec Cerceau depuis que j'ai brûlé la mienne en 2012, OK? Ils savent pas ça, tu sais. Puis, sait-on jamais, tu sais, votre auditoire aurait pu penser que vous avez invité une jeune recrue des Moms for Liberty avec une petite coupe de bichon maltais, tu sais. On sait pas. Mais c'est pas le cas. J'ai un piercing dans le nez, tout le monde. Oui. Ben oui, je suis frustrée, puis je préviens tout le monde, hein, d'un coup qu'il y a un monsieur qui veut venir m'écrire en message privé, parce que c'est toujours des messieurs qui t'écrivent en message privé, que je suis pas gentille des fois avec les messieurs. Je veux l'avertir tout de suite, OK? Je le sais, ça fait partie de la démarche. D'ailleurs, je suis surprise que j'ai reçu absolument aucun commentaire sur ma première chronique où je disais que le projet souverainiste, c'était un projet de monsieur. Ah ouais? Personne vous a écrit? Non, personne. Donc, il y a 2 options. On n'est pas du tout écouté. Oui. Ou les gens sont d'accord. Ben, je pense que c'est B. Ouais, je pense aussi. Je pense. Puis là, j'ai mis le doigt dessus récemment du pourquoi je trouvais que c'était à ce point-là un projet de doute. C'est que les souverainistes, ça fait 2 fois qu'ils se font dire non, puis ils continuent à insister. Et là, cette blague... Donc, il y a un problème de consentement. Oui, à l'intérieur du mouvement souverainiste. Ça, c'est drôle. Oui, ben justement, cette blague-là, je pense que c'est la preuve qu'il n'y a pas de vision féministe en humour, parce que Sugar Sammy aurait dû la faire en 2007. C'est vrai. On s'entend. Et là, on fait pas de lien nécessairement avec le rapport de Sugar Sammy avec le consentement parce qu'il a pas fait cette blague-là. Non, exact. C'est parce qu'il n'est pas une femme. OK. Mais mon féministe a pris une coche, entre autres, à cause de l'écriture inclusive. Ah oui? Oui, c'est vrai. Puis les gens qui ont peur de l'écriture inclusive, je leur donne raison. C'est vrai que ça radicalise. Oui. Parce que c'est avec les mots qu'on construit notre pensée. Puis quand on arrête d'invisibiliser les femmes puis les personnes de la diversité de genre dans notre discours, ben après, on les voit, tu sais. Puis là, petite parenthèse, là, je veux vraiment être binaire homme-femme dans ma description aujourd'hui du féminisme. Là. Du très 20e siècle. Oui, puis je veux juste dire que je suis désolée pour les personnes de la diversité de genre. À ces personnes-là, je leur dis « Don't worry, I see you, boo-boo ». Puis là, je parle en anglais parce que la théorie de genre, c'est une théorie importée des États-Unis. Fait qu'on se parle tout en anglais entre nous autres. Tout ça pour dire que mon féminisme s'est radicalisé pendant la pandémie, en fait, parce que François Legault, en conférence de presse, parlait beaucoup du sort des Québécois, mais il disait jamais « et des Québécoises ». Oh non, mais ça me fatiguait bien gros. Parce que surtout quand on sait que les personnes les plus sévèrement affectées par la crise sanitaire, c'était des femmes. C'est vrai. Et qui le sont toujours. C'est drôle, Coralie, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine pour me dire qu'il n'aimait pas le fait que je parlais au passé de la pandémie. Je pense que c'est arrivé il y a 2 épisodes, puis il disait attention, les chiffres, c'est pas ça qui démontre, la pandémie n'est pas terminée, et c'est encore beaucoup. Et lui parlait aussi parce qu'il vit directement dans sa vie privée avec sa conjointe. Mais je voulais quand même le souligner parce qu'on l'oublie ça, que c'est pas terminé, et qu'encore aujourd'hui, ce sont les quartiers défavorisés qui sont plus touchés. La pandémie est peut-être pas aussi... En fait, la COVID est peut-être pas aussi virulente qu'elle l'a été sur le plan de l'infection même. Je suis pas spécialiste, mais je regarde un peu ce qui se passe autour de moi. On n'est pas à la même place qu'on était il y a 2 ans, mais reste qu'elle n'est pas terminée. Puis je veux saluer cette personne-là qui m'a écrit. Je la nommerai pas parce qu'elle m'a pas demandé de la nommer ou non. Mais voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Ben oui, puis toutes les personnes immunosupprimées qui vivent encore. Parce qu'on l'oublie, mais des fois, à la pharmacie, on pourrait mettre le masque. C'est vrai. Qu'on sache ou non que la pandémie est finie. Il y a des réflexes qu'on a un peu perdus pensant que c'est terminé, c'est plus ou moins. Moi, transport en commun, pharmacie, je porte le masque. Ben moi, je prends pas le transport en commun. Ah, bon, c'est ça. Je fais du vélo. Ah, bon, OK. Voilà. Et je marche. C'est vrai. Je préfère ça que de croiser des gens. Ah, c'est bien, c'est bien. La sociabilité durable. On pourrait l'appeler comme ça. Mais oui, c'est ça. C'est les femmes qui ont été le plus sévèrement affectées par la crise sanitaire, que ce soit parce qu'elles occupaient des métiers de première ligne en santé, en éducation, ou parce qu'elles perdaient 2 fois plus leur travail aussi pendant les confinements. Puis là, je parle pas de toutes les mères qui ont dû rester à la maison et celles qui ont subi plus de violence conjugale. Bref, à toutes les fois que François Legault mentionnait les Québécois sans parler des Québécoises, j'entendais un premier ministre qui veut pas s'intéresser au sort de la moitié de sa population. Là, on s'excuse. Oui, il y a le chat qui est venu nous voir. La chatte. Qui fait jamais ça. Mais je sais pas si c'est parce que vous êtes là, Coralie. Je pense que oui. Frida Kahlo. Frida Kahlo, oui, c'est vrai. Frida Kahlo, qui est la comparse de Léon Trotsky, qui habituellement, Léon Trotsky, est le chat qui vient voir les invités. Je raconte toujours à chaque fois, Robert Morin, quand il est venu, Léon s'est frotté sur son micro à peu près tout le long de l'entrevue. Et Frida ne fait jamais ça.
Et là, pouf, elle arrive ce matin. Puis vous voyez son format. C'est pas évident pour elle de sauter sur une table. Oui. Ça veut dire qu'elle a beaucoup de poils. Elle est pas, mais bon, elle est plus gourmande que l'autre. Mais voilà, je sais pas si... Je pense que c'est le féminisme. Probablement. Elle a été attirée par, probablement. par mon discours féministe radical. Elle est très mignonne. Oui, faut vraiment. Quand même le dire. On va voir un bel extrait de moi qui flatte le chat en vidéo en plus. Voilà. Bon. Tout ça pour dire que quand j'entendais François Legault jamais mentionner les Québécoises, j'entendais un premier ministre qui veut pas s'intéresser aux Québécoises, puis j'entendais aussi le même monsieur qui a dit à sa femme, on se rappelle, oui. non, c'est pas toi qui parles. Ça, on l'oublie, ça. On l'oublie, ça. Mais c'était violent, ça. C'était vraiment violent. J'allais réécouter le vidéo en plus. De nous rappeler ça. Oui. Il existe encore? Il existe encore, la vidéo, puis c'était quand il se donnait le go. C'est quand il se donnait le donc go. c'est avant qu'il soit premier ministre. Oui, exactement. Puis elle dit juste bonjour aux journalistes, puis elle tasse en disant non, c'est pas toi qui parles. Ah oui, je veux revoir cette vidéo. Oui, mais c'est ça. Depuis, mon féminisme s'intéresse beaucoup à l'oppression invisible. Hein? Le sexisme ordinaire, l'invisibilisation des femmes, le boys club. Puis quand on s'intéresse à l'oppression invisible, on a l'air de chialer sur quelque chose qui n'existe pas. Tout à fait. Puis, par exemple, avec la page Pas de filles sur le pacing, où on dénonce des spectacles qui n'invitent pas de femmes sur leur spectacle, dans le fond, on a frayé les manchettes cet été avec l'histoire de Sonia Bélanger. Hein, rappelez-nous un peu les grands détails. Oui, dans le fond, le Troquet de Gatineau, qui est une soirée qui revenait souvent sur la page qui n'invitait pas de femmes. Une soirée d'humour, oui. Était tannée de se retrouver sur notre page et ont décidé... Était tannée de se faire dénoncer, d'avoir juste des affiches avec des hommes. Oui, exactement. Donc, ils ont inventé une femme qui s'appelle Sonia Bélanger, qui n'existe pas. Et ils ont commencé à la mettre sur leurs affiches. Et ça a réussi. Hein? Ils ont passé sous notre radar pendant des semaines et des semaines. On ne l'a pas remarqué. Personne ne nous l'a envoyé. Et c'est finalement un collègue humoriste qui nous a dit « Hey, Sonia, elle n'existe pas. » Wow! Et nous, on l'a publié après ça sur notre page. Et ça a fait un peu les manchettes? Oui, ça a fait... j'ai eu une grosse semaine cette semaine-là. Est-ce que vous avez reçu des messages haineux? Pas haineux, mais je vous cacherai pas que critiquer le milieu de l'humour au Québec, c'est un petit peu comme critiquer Israël à Radio-Canada. OK? C'est pas vraiment le bienvenu, on va se le dire. Mais on s'est fait dire, entre autres, par des personnalités publiques, puis de façon publique, là, comment on aurait dû mener notre combat. Ah, vous vous êtes fait... Ben là, je dis personnalité publique, mais c'était des gars, là. Okay. Est-ce qu'on... Non? Ben, vous dire ça après. Okay. Mais, je veux dire, très facile à trouver sur Facebook. Okay. Mais souvent, ils nous ont mansplainé, le féminisme, de comment on aurait dû le faire. Parce que, tu sais, le patriarcat, c'est comme les araignées. On a besoin des gars pour s'en débarrasser. Non, mais la meilleure suggestion que les hommes nous ont donnée, c'est qu'on aurait... Et le patriarcat tisse sa toile partout. Oh! C'est bon, ça! Un petit claquement de doigts de poète, je pense qu'on va faire ici. Mais la meilleure suggestion que les hommes nous ont donnée, c'est qu'on n'aurait pas dû mettre les pacings où il n'y a pas de femmes, mais on aurait dû mettre des pacings où il y a des femmes pour souligner les beaux efforts des garçons. Tu sais, on aurait aussi pu... Oui. Ça, c'est drôle parce que c'est un argument qui revient par rapport à la crise du logement. Oui. Quand quelqu'un fait une publication pour dénoncer un comportement de propriétaire, il y a toujours quelqu'un qui répond « Oui, mais il y a des bons propriétaires, vous savez. » Oui. Comme là, il y a une personne âgée qui s'est faite évincer. Je pense que c'est Gabrielle Nadeau-Dubois, GND en a parlé. Et là, il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, mais pourquoi les médias parlent pas des belles histoires des propriétaires qui sont attachés tellement à leurs locataires qu'ils attendent qu'ils meurent pour céder les appartements? » Salutations à tous ces gens. À tous ces gens, oui. Qui aiment le both-sidisme. Vraiment. Mais ça me fait rire aussi. Faut toujours souligner l'effort. Oui. Hein? Faut jamais critiquer ce qui est pas bon. On sait bien que c'est à cause qu'on donne des prix Nobel de la paix qu'il n'y a pas de guerre dans le monde. Voilà. C'est comme ça qu'on avance. Puis aussi, on aurait pu mettre... Il faut souligner quand même ceux qui font la guerre. Mais oui! Ça marche pas. Puis en plus, ça me fait rire quand on me dit ça, parce que je fais, ben oui, hein, j'aurais pu mettre ces pacings-là avec des femmes sur un beau frigo, avec des aimants colorés, puis amener tous les hommes qui ont invité des femmes manger une crème à glace pour leur accomplissement. Non, mais même si pas de filles sur le pacing, c'est pas une mesure qui a fait l'unanimité dans mon milieu et en général, pour moi, ça m'a prouvé que se fâcher puis te pointer du doigt, ça fonctionne.
fonctionne. Ouais. Ça part la discussion, ça fait pas plaisir à tout le monde, mais on avance, puis les gens nous écoutent. Même s'ils pensent qu'on est des frustrés menstrués, puis qu'on fait ça à cause de nos hormones, au moins ils se tiennent les fesses serrées après parce qu'ils ont pas envie d'avoir du jus de Divacop dans leur soupe, OK? C'est une mesure pour les tenir drettes, OK? Puis je pense que pendant longtemps, ça a profité aux gars que le féminisme, c'était un mouvement de cheerleader qui, essentiellement, disait aux femmes qu'on pouvait faire la même chose que les hommes. C'était positif, c'était pas trop sale, ça faisait pas de remous, mais je pense que ça fait son temps. Hein? Mon féminisme est plus rendu à l'étape de « Let's go les filles, on est capables! Go girls! Go girls! » Mais plus « Yo les gars, vous êtes coupables, OK? » Puis là, en tant que féministe... Mais là, pas tous. Mais là, pas tous. Pas vous, Fred. Ben, je suis sûr que je peux porter flanc des fois. Mais... Des épisodes, il y a peut-être juste des gars. C'est vrai. C'est vrai. Mais là, vous êtes là aussi à la balade. Mais là, je suis là. Pour ça. Maintenant. Pour toutes les fois, il n'y aura pas de filles. Appelez Coralie. Mais ça, pour vrai, moi, ça me fait plaisir. Il y a des gens qui m'ont dit en entrevue, tu voudrais pas être un quota? Puis j'ai dit non, moi, ça me fait plaisir d'être un quota. Ouais, moi, je trouve pas ça problématique, les quotas. Pas du tout. Parce que souvent, les hommes se posent pas la question pourquoi ils sont invités quelque part. Mais non, mais et ça, des fois, c'est parce que c'est des hommes. Oui. Au final. Oui. Et moi, ça me dérange pas qu'on m'invite parce que mais je suis vous n'êtes pas un quota ici. Non, merci. Je profite de vos attributs. Oui. De jeunesse. De drôle. De drôle. De un peu fâché. Mais si vous me faisiez pas rire, vous seriez pas ici. Ah, ben c'est ça, je le sais. Et c'est pour ça aussi que ça me dérange pas les quotas. Je pense pas qu'on utilise mais les ça quotas. m'arrange aussi. Ben c'est ça, tout le monde est content. Ben oui, c'est ça le capitalisme. Hein? Ben oui, c'est ça. Faut tirer son épingle du jeu. Mais c'est ça, tu sais. Fait que oui, je dis que j'aille les hommes, mais c'est ça. Pas vous, ni les collaborateurs à l'émission, ni les auditeurs, ni mon chum, ni Pedro Pascal. C'est qui Pedro Pascal? C'est qui Pedro Pascal? Hey, vous êtes vraiment pas dans la jeunesse. C'est un petit zaddy qu'on appelle. Un zaddy. Un zaddy qu'on appelle sur les réseaux sociaux. Pedro Pascal, c'est un comédien qui a joué dans The Last of Us puis plein d'autres belles affaires. OK. En plus, il est de gauche. Et maintenant, sur Internet, toutes les filles trippent sur Pedro Pascal. OK, mais je suis pas une fille. C'est un peu normal, je trippe pas sur Pedro Pascal. Oui, mais c'est un phénomène. Ah ouais, mais là, il y a beaucoup de phénomènes qui m'échappent. C'est comme le Claude Legault international aujourd'hui. Puis là, Claude Legault est rendu un peu vieux, là, mais en tout cas, Pedro Pascal OK, bon. is the new zaddy. Je vous aurais appris quelque chose à l'émission. Bon, tout ça pour dire que oui, je suis radicale. Sauf pour Pedro Pascal. Oui. Mais en même temps, les suffragettes de la Grande-Bretagne ont posé des bombes pour le droit de vote. Je suis pas si pire que ça avec mes jokes de papa qui scrape le monde parce qu'il aime plus Cole Caulfield que le propre fils. OK? Pour moi, chialer ces hommes puis faire des jokes, c'est ma seule arme. Ça, puis mes clés dans mes jointures quand je marche seule le soir. Puis là, je sais qu'il y a plein de gars qui comprennent ce que je veux dire. Puis à eux, je leur dis merci. Puis là, prenez-le. C'est la seule fois que je vais vous lancer des médailles pour le strict minimum. Vous êtes déjà assez habitués d'avoir des promotions pour une job bien ordinaire. Mais généralement, quand j'ai ce discours-là, on va me dire que je suis trop fâchée. Oui. C'est souvent ça qui va arriver. La colère. Les femmes et la colère. Là. On n'a pas le droit. Vous n'êtes pas bonne. Non. On l'a pas aussi bien que les gars. Hein? On devrait faire des guerres. C'est comme des Français qui sacent. Ouais. Ça marche pas. C'est ça. Ou qui veulent se battre. C'est comme ça marche moins. Mais oui, on m'a dit que j'étais fâchée, entre autres, sur mes numéros sur scène. Puis là, c'est surtout pas relié au fait que je suis une femme. Non. Qu'on me dit ça, ben non, hein, on sait bien que les humoristes fâchés, ça ne pas genre, mais il y en a pas beaucoup, à part François Bellefeuille, Jean-François Mercier, leur carrière n'ont jamais levé, ces gens-là. C'est vrai. Je nommerais d'autres mondes, mais ils ont été cancel depuis. Non, mais j'ai souvent voulu rester gentille, hein, diminuer ma colère de féministe pour surtout pas nuire au combat, entre guillemets. Puis maintenant, ça me dérange plus d'avoir l'air fâché. De toute façon, on se fait toujours dire de sourire plus, fait qu'aussi bien montrer les dents. Hein? Ah! Ça me dit quelque chose, ça? Oui, hein? C'était le... Vous saviez que c'était le slogan des apartistes? Ah non? Je savais même pas. Ben, parce que rire est une si jolie façon de montrer les dents. Ah! Ben mon Dieu, j'ai fait une référence sans même le savoir. Tu sais, des fois, laissez faire Zaddy, whatever, là, puis checker la culture près de vous. Je vais faire ça. Je vais faire mes devoirs. Ouais. Mais c'est surtout que je suis tannée de watcher mon féminisme. Hein? Ouais. C'est surtout ça. Il faut tout le temps surveiller. Mais on dirait qu'il faut toujours être en état d'hypervigilance. Hein? Les femmes, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on porte. Il faut checker notre verre, surveiller nos arrières. Il faut que je check avec qui je me tiens. Il faut que je surveille mon cycle menstruel. Il faut que je check mon chèque pour être sûr d'être rémunérée au même salaire pour le même travail. Fait que je peux-tu arrêter de checker mon féministe, s'il vous plaît? Puis, on m'a déjà dit que je devrais pas attaquer des gars dans mes jokes ou dans mes commentaires parce que si je veux l'égalité, il faudrait pas que je fasse ça. Le dialogue? Oui, c'est ça. Mais moi, quand je fais des jokes de gars pas de base de lit, je vise des personnes qui ont plus de privilèges que moi. Donc, qui devraient faire plus d'argent pour s'acheter une base de lit. Puis, c'est des personnes qui ont moins de risques de se ramasser dans le journal parce que leur ex-femme les a assassinés que moi.
de toute façon, je la veux pas, l'égalité, je pense. Moi, je veux de la justice. Hein? Et pour moi, le féminisme, c'est pas d'être capable de payer le souper 50-50. Moi, je suis tannée que les avancées du féminisme se résument à des femmes qui défoncent le plafond de verre. Moi, je suis anarchiste, je veux mettre la maison à terre. Voilà. Okay? Oui, les femmes, on est capable d'être pompières puis entrepreneurs, mais moi, je veux pas plus de femmes entrepreneurs. C'est comme si tu me disais qu'il faut plus de femmes chez les dictateurs. Ben non! Mais cela dit, je pense que ça serait un totalitarisme plus à visage humain. Sûrement. Plus dans le care. Oui, peut-être. Des pogroms dans le care. Oui, ben tu sais, une petite prison, mais avec, tu sais, un beau petit gros show, le fun, Oui, là, on sait pas. Avec des bases de lit. Oui, avec des bases de lit, ça serait maternelle, peut-être, la dictature sous une femme, on sait pas, mais ça pour dire que je veux pas plus de méchants qui me ressemblent, j'en veux moins. Dans le fond, je veux pas plus de femmes entrepreneurs, je veux plus d'hommes préposés aux bénéficiaires. C'est comme ça... Intéressant. Ma nuance. Oui. Parce que si on veut s'attaquer au patriarcat, à un moment donné, il faut s'attaquer aux dudes. Et on peut pas toujours souligner, oui, mais pas tous les hommes. Hein? Puis je comprends pas pourquoi il y a des gars qui veulent pas comprendre ça. Tu sais, moi, je suis bien une femme blanche qui boit des pumpkin spice latte puis qui est propriétaire d'une thermopompe. Puis je sais qu'on pourrait me ramasser sur mes privilèges. C'est pas vrai, ça. C'est très vrai. La thermopompe. Ah, j'ai une thermopompe. Les pumpkin spice, ça m'étonne pas, là. Oui. Je regarde votre chandail aujourd'hui, puis c'est clair j'adore. que Je suis vous êtes très automnale. dans un mode October Halloween. J'imagine Oui. qu'on dit ça chez les jeunes. Pas du tout. Poursuivez. mais tu sais, je sais qu'on pourrait me ramasser dans mes privilèges, puis je comprends, puis c'est correct. Puis moi, je pense que je suis capable de fermer ma grande gueule. Ben non, c'est pas vrai, je suis humoriste, je suis pas capable de faire ça. Faut pas exagérer quand même. Non, mais je pense que le combat est plus à l'égalité, mais à la justice. La réalité, c'est que sur papier, on l'a pas mal, l'égalité. C'est ça qui fait qu'après ça, Guy Nantel se permet d'inviter des féministes pour dire qu'elles ont pas raison. Parce que, tu sais, au Québec, on peut plus nommer des dizaines de lois qui nous désavantagent. Hein? Et quand on pointe des individus pour parler de culture du viol ou de masculinité toxique, on nous dit que c'est pas une culture, c'est des accidents de parcours. Les Québécois sont accueillants. Oui. Ils sont fins. Ils sont gentils. Les Québécois. Ou les Québécois, nos amis québécois. Puis c'est nous autres, hein, les féministes, qui voient un lien qui n'existe pas. C'est dans notre tête, hein, la masculinité toxique. C'est des cas isolés, hein, normalement. Puis c'est complètement isolé hein, quand le système de justice construit, pensé et réfléchi par des hommes donne des absolutions conditionnelles à des ingénieurs puis des militaires pour protéger leur carrière. C'est un hasard à chaque fois. Puis je pense que je ferai un parallèle avec la culture. Je ris parce que je suis pas ingénieur. Oui! Ça vous arriverait pas, vous? Non, mais... D'être ingénieur, non. Non, jamais... Ni militaire. Puis, je pense que je ferai un parallèle avec la culture du char. Hein? C'est pas pour rien qu'on a commencé à dire violence routière pour arrêter de dire accident de la route. Oui. Parce que c'est pas des accidents, c'est plutôt les conséquences d'un système. Oui, tout à fait. Et comme on peut pas parler de culture du char, sans parler contre les chars, hein, parce que ça ralentit toujours le débat de dire « Oui, mais les chars, c'est pratique pour faire l'épicerie. » Autant que pour dénoncer le patriarcat ou la culture des gars, ben, il faut dénoncer des gars. Puis on peut plus toujours dire gentiment « Oui, mais les gars, c'est pratique, il faut ouvrir un pot de cornichons. » On peut plus faire ça. Fait que je pense que tout est relié. Si on veut s'attaquer à la crise climatique, à la disparité entre les classes, ben, il faut s'attaquer au plus petit dominateur commun, le patriarcat. Et il faut accepter que les comportements masculins ne sont pas des accidents, c'est les résultats d'un système. Un système que c'est correct de dénoncer à coups de jokes de petites bisounes. Oui, j'ai fini avec Je reçois déjà des courriels et l'épisode n'est pas en ligne. Je sais. Mais j'adore ça. Hey, merci Coralie, c'est vraiment, je suis content que vous soyez là dans cette aventure. Vous savez que le 20 janvier, il y aura une grande soirée pour remercier les donateurs et les donatrices. Et vous allez être la partie. Ben oui. Je vais avertir les gens. Bien sûr. Les gens qui ont déjà donné puis qui se disent « Oh, ça va être le fun au Lion d'Or, il va y avoir un genre de cabaret, puis après, ça va être une soirée dansante avec Fred Savard aux tables tournantes et à l'animation. » Mais vous allez être là. Oui, je vais être là. Hey, merci. Merci beaucoup. C'est la conclusion de ce 4e épisode. Merci à Philippe de Grosbois. Merci à Coralie Laperrière. Et je vais un peu lui dédier la chanson qui va clore cet épisode parce que c'est une chanson plutôt féministe. Je lui ai dédié, mais pas tant non plus. Parce que c'est pas tant en pensant à elle que j'ai choisi la chanson. Je n'avais pas vraiment d'idée de chanson calquée directement sur l'actualité. Comme je fais à chaque semaine, je mets des vinyles souvent sur mon système de son et je suis tombé sur cette chanson, une chanson en fait de Sylvain Lelièvre
Puis c'est drôle parce que j'ai un drôle de rapport avec Sylvain Lelièvre. Je m'en rappelle un peu parce que l'essentiel de sa carrière, j'étais quand même plus jeune. C'était la mi-70, il a commencé en 76, je crois, jusque dans les années 90, mais beaucoup les années 80. Je me rappelle même à l'école, au secondaire, au séminaire du Verbe divin, on avait analysé une de ses chansons. Mais j'ai jamais été un grand fan de Sylvain Lelièvre. Mais en même temps, les vinyles, ça fait ça des fois. Puis là, je parle peut-être aux gens qui en achètent usagés. Je parle pas des gens qui achètent des rééditions neuves. Mais vraiment, quand on trouve des vinyles dans les bazars, bien souvent, on tombe beaucoup sur des disques de Sylvain Lelièvre et qui sont pas très chers parce que malheureusement, ils n'ont pas une grande valeur de revente. Moi, j'en ai acheté 4 de ces albums. Puis c'est la beauté du vinyle aussi, c'est que tu écoutes des albums que tu n'écouterais peut-être pas nécessairement sur les plateformes d'écoute. En tout cas, moi, c'est mon rapport avec les vinyles. J'écoute ou j'achète souvent des choses juste pour le plaisir de mettre des vieux vinyles qui souvent ont marqué peut-être l'histoire de la musique aux États-Unis, en Angleterre, en France, au Québec. C'est un peu des albums forts, là, des jalons. Souvent, c'est ça que j'aime trouver dans les bazars. Puis les Sylvain Lelièvre, j'en ai acheté 4. J'ai l'album Programme Double, qui je crois est son premier, 1976. J'ai l'album Intersection, 1979, Affaire-Virée, 83 et Ligne de cœur, 1986. Et j'aime beaucoup les écouter. Pour les mêmes raisons que j'aime beaucoup écouter les albums de Steely Dan, même si je ne suis pas un fan acharné de Steely Dan, c'est que ce sont des albums bien enregistrés, bien masterisés et qui, sur un bon kit de son, un bon système de son, sonnent vraiment, vraiment bien. Et c'est pour ça que je vous offre cette chanson-là aujourd'hui de Sylvain Lelièvre. Je vous l'offre à partir, en fait, d'une version numérique. Fait que je ne suis pas sûr qu'on va si bien entendre la qualité d'enregistrement, évidemment de composition, il faut quand même le dire, de Sylvain Lelièvre. Musicalement, c'est quand même la chanson pop très, très, très bien construite. Comme Steely Dan. Les deux n'ont pas rapport. Écrivez-moi pas pour me dire, ben non, ça n'a pas rapport, Sylvain Lelièvre puis Steely Dan. Je trouve que oui. En fait, oui. À bien y penser, il y a un petit côté jazz qui est distillé un peu partout, mais sans être nécessairement de la chanson jazz. C'est peut-être moins rock, bien qu'il y ait certaines chansons de Sylvain Lelièvre qui sont rock, mais dans les deux cas, ce sont des albums extrêmement bien enregistrés et qui sonnent vraiment bien en vinyle. Puis le plaisir du vinyle, c'est aussi ça. Oui, les albums qu'on aime, mais c'est d'entendre des albums qui sont bien enregistrés, qui malheureusement, parfois, les plateformes numériques ne rendent pas si bien cette qualité d'enregistrement et de masterisation. Alors voilà, donc chanson de Sylvain Lelièvre, très très connue, Maman est là, que je dédie à Coralie Laperrière, cette féministe enragée. Bonne semaine tout le monde. « 25 ans dans la cuisine, les couches et les commissions, le ménage, le lavage, le repassage puis les repas. Les enfants mettent même pas leur linge sale dans le panier. Bien sûr, maman est là. Apporte-moi donc une bière, viens donc voir mes devoirs. Oublie donc pas de recoudre les boutons de mon manteau. Pourrais-tu faire les comptes et mon rapport d'impôt? Bien sûr, maman est là. Et lui prend son bonbon tous les vendredis soirs. L'air de mettre un 30 sous dans sa machine à coke. Quand la machine veut pas, il prend son coke ailleurs. Son coke ou son cognac, ça dépend des humeurs. Mais elle sort les vidanges, puis elle s'occupe du chat. La première à se lever, la dernière à se coucher. A pas le temps d'être malade, a trop d'ouvrages pour ça. Bien sûr, maman est là. Un soir ils sont rentrés, maman n'était plus là. Ni le lendemain soir, ni le surlendemain. Au bout de quelque temps, les enfants l'ont revue, plus jeune et plus jolie.
qu'il ne l'avait connue. Mais lui n'a jamais su, ni pourquoi ni comment, la femme qui le servait avait sacré son camp. Un film américain sans le baiser de la fin. The end. Et puis voilà,